Pour continuer dans la droite ligne de ce qui a été entrepris ce matin, on a vu l'importance de la mobilisation des citoyens, des consommateurs, pour pouvoir devenir acteurs de cette transition énergétique. Et on les voit attentifs, quelquefois proactifs. Voilà. Et donc on se demande, et on s'est demandé dans l'organisation de cette table ronde, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ou comment faire pour avoir les consommateurs et les citoyens finaux aux côtés de cette démarche importante qu'est la transition énergétique. Et donc, on a un certain nombre d'intervenants qui vont nous expliquer comment, dans le cadre de leurs activités professionnelles, dans le cadre de leur business ou dans le cadre d'activités de formation et de sensibilisation, ils font pour essayer de faire passer des messages et mettre les consommateurs et clients finaux de leur côté. Voilà. Si vous pouvez venir pour la première... voilà. Donc on fait monter tout le monde, ce sera plus simple. Comme ça, les successions seront plus rapides. Donc Nicolas. Michel est malheureusement parti à l'hôpital, donc il ne sera pas là. Donc Nicolas, si vous pouvez directement intervenir, soit vous êtes tout de suite. Voilà. Alors, si tu me laisses, juste sûr. Eric, je fais une petite introduction. J'interviendrai juste de temps en temps, je n'ai pas une présentation de 10 minutes. En fait, j'avais promis une surprise ce matin sur un peu cette transformation d'un usager d'hier, puisqu'à l'époque, il n'y a pas si longtemps, il y a 10-15 ans, nous étions des usagers, à ce que peut être un modèle d'éco-citoyen, consommateur engagé. Et donc, cette surprise, c'est le témoignage de Nicolas, qui m'a bluffé, littéralement, tellement il connaissait bien ses consommations. Alors, je pense qu'on va tous avoir plaisir, déjà, dans cette édition, à avoir un client. Voilà, que pense un client, puisque ce n'est pas votre métier. Et donc, on vous laisse la parole. Slider facilement. Le micro. Ouais. Non, mais je vais parce que j'aime bien être. Alors c'est pour faire avancer, c'est next, hein, ok. C'est rouge, ouais, voilà, non, très bien. Bien, et bon, une fois n'est pas coutume, donc je me présente, Nicolas Turquin, donc. Bon, ça fait 25 ans que je suis sur l'agriculture. Depuis cette année, j'ai engagé une formation à l'IPAG, en Master 2. Et en effet, on a eu l'occasion d'échanger avec Myriam. Alors merci à Myriam, merci à Carole, merci à Diana pour cette invitation. Et puis c'est ce témoignage, parce que finalement, je vais vous raconter une histoire, c'est la mienne. Tout simplement, j'ai essayé d'être le plus explicite. Et puis bon, à la fin, on va essayer de tous vous convaincre, de passer à une transition rapide, facile et pas forcément si complexe à comprendre, parce que j'ai toujours tendance à dire que dès l'instant où on a compris, on ne peut plus décomprendre. Et le problème du consommateur, c'est que parfois, il ne comprend pas ce qui lui arrive. On lui impose des choses. Un exemple, hein, on a parlé d'EcoWatt en fin d'année. Bah oui, EcoWatt, c'était général, mais par contre, pour lui, ça représentait quoi? Et ça, c'est des choses qu'il faut parfois comprendre. Donc, tout a commencé, en fait, en tant que consommateur, par l'opportunité d'acquérir donc une voiture électrique. J'ai une EV6 de chez Kia. Et je suis parti dans la démarche, tout simplement, de me dire, autant optimiser. Et donc, je suis parti sur l'installation d'un chargeur à la maison. J'ai un pavillon, avec une option EcoSmart. Et EcoSmart, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le chargeur, il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est un coût, certes, mais il y a un crédit d'impôt qui arrive derrière. Il y a 300 € de crédit d'impôt. Donc, vous diminuez considérablement le coût. Et aujourd'hui, les chargeurs, finalement, à la sortie, deviennent de moins en moins onéreux. Et aujourd'hui, vous avez des bons appareils qui fonctionnent très bien. Et dans la lancée, eh bien, je suis rentré dans une démarche personnelle, parce que je me suis dit, bah ouais, une voiture électrique, c'est bien. Je vais faire un peu d'économie, puisqu'elle me coûte aujourd'hui beaucoup moins cher qu'une voiture essence, par rapport à ce que je mets dedans. Et je me suis dit, autant aller sur une démarche d'investissement. Et l'investissement que j'ai mis en place, ça a été d'installer 6 kW crête avec la société Total Energy, Solar Edge et Comwatt, puisque ce sont les partenaires de Total Energy, et avec des panneaux SunPower, et donc derrière, de coupler à ça dans l'investissement, une chaudière hybride gaz. Pourquoi? Parce que j'ai voulu rentrer dans une mixité énergétique
et ne pas forcément rentrer dans le tout électrique, même si je produisais l'électricité. Donc je suis autoconsommateur et je revends une partie de ma production. En termes d'investissement, je n'ai pas eu le maximum d'aide, mais je peux vous dire le coût. Ça m'a coûté un peu plus de 20 000 €. Donc ça reste assez contenu, hein, parce qu'à la sortie, là je vais avoir mon premier chèque sur 1 an d'essai, je peux vous le dire, parce que ça fait 1 an, au 5 septembre, je devrais récupérer à peu près 500 € de revenus de revente d'électricité. Tout ça, ça vous montre une chose, c'est que vous avez avec l'application ComWatt, en fait, la capacité de suivre votre production. Et ça, c'est tout l'intérêt de la chose. On s'aperçoit que là où c'est le plus clair, vous êtes dans une logique de surproduction, et là où c'est plus foncé, vous êtes dans la consommation, et si vous dépassez dans le gris, c'est que vous dépassez votre capacité de production. Et en parallèle de ça, vous avez le suivi de vos, vos équipements ménagers, lave-vaisselle, lave-linge et ainsi de suite. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que vous êtes producteur de votre propre énergie et autoconsommateur, vous avez un raisonnement tout autre. C'est que les machines à laver, je ne les fais plus le soir. Le lave-vaisselle, je le diffère le matin. Il se met en route à midi ou 2 heures de l'après-midi. Donc ça change complètement le mode de consommation et donc je deviens beaucoup plus efficient. En parallèle de ça, vous voyez que les 2 autres copies d'écran, c'est SolarEdge, ça c'est l'onduleur qui me donne une information de projection, les barres vertes avec les petits triangles noirs. Et donc j'ai contribué à un impact environnemental quasi au bout d'1 an, d'une réduction de quasi 500 kg de CO2 et l'équivalent de 2 arbres, ou 2 plantes, si on peut dire ça comme ça. Et vous voyez à l'installation, les panneaux, ce qu'ils produisent, et je vois à l'instant T ce qui se passe. Mais en parallèle de ça, il est important pour moi de comprendre ma consommation. Et ma consommation, si je ne la comprends pas, pourquoi, comment, et ainsi de suite. Donc j'ai plusieurs outils à ma disposition. Le premier outil, bien évidemment, c'est EDF et moi, puisque je suis fidèle EDF, GRDF. Et je me suis couplé grâce à Linky, qui est quand même un outil assez magique, et Enedis, où je peux suivre ma consommation au jour à la demi-heure près en électricité. Donc ça, c'est plutôt intéressant, c'est la colonne que vous voyez vert et bleu. Mais ce qui a été très intéressant à prendre en compte, c'est grâce à mon application ComWatt, j'ai pu m'apercevoir que j'ai un talon de consommation chez moi qui tourne à peu près à 300 Wh. Si je ramène ça sur la durée, 10 heures de nuit à peu près, ça fait 3000 watts. Ramené à l'année, ça fait à peu près 1100 kW. Ramené à 22 centimes, c'est 240 balles incompressibles. C'est que c'est 240 € que de toute façon je paierai tout le temps, puisque c'est mes veilles, c'est ma box, c'est mon congélateur, c'est mon frigo, et ainsi de suite. Donc ça, c'est 300 watts. Et au bout, vous voyez qu'il y a Wallbox. Donc ce qui est vert et bleu, le distinguo, c'est simple. C'est tout ce qui est bleu foncé, c'est ce que je tire sur le réseau, et tout ce qui est vert, c'est ce que mes panneaux produisent. Donc pour 3000 km à peu près de consommation de ma voiture électrique, ça m'a coûté réellement 30 € depuis le 1er janvier. Tout ça veut dire que si on veut être dans une transition efficiente et comprise, il faut comprendre là où on peut gagner. Certes, il y a un investissement au départ, mais mon calcul d'amortissement, il est pour la chaudière, 5 ans, et 9 ans pour les panneaux. Et en plus de ça, j'ai téléchargé l'application Hellowatt, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, qui me permet d'avoir en fait une visibilité instant T. Grâce à Enedis et mon numéro PRM au niveau de Linky, j'ai rentré en fait ma consommation électrique. Bleu, c'est ce que je consomme. Bleu foncé, c'est l'abonnement. Et jaune, c'est ce que je réinjecte. Même chose pour le gaz. Mon abonnement foncé et le orange, c'est ma consommation. Donc pareil, la PAC hybride gaz m'a permis de réduire de 40%, grosso modo, la notion de gaz standard que j'avais auparavant. Et en plus, il y a un truc qui est intéressant, c'est que finalement, vous challengez votre position. Je suis parti du top 5% des logements sur 2000... je suis 200e sur 4000 maisons similaires. Et donc, vous voyez, ma maison, elle est grosso modo en bleu. La maison idéale, elle est en verte. Et la maison similaire en orange. Et après, je peux me permettre de suivre, si vous voulez, quelle est la consommation la plus importante sur mon camembert au niveau de la répartition. Et le dernier point, et ça, c'est pas des moindres, ma voiture est équipée de l'option V2L, ce qu'on appelle V2X, V2G ou V2H, Grid, Home ou X ou Lloyd. Et mon objectif à court terme, c'est avec mon électricien, c'est de brancher un inverseur de source qui me permettra, en cas de coupure de courant, de pouvoir brancher ma voiture et d'alimenter ma maison, puisque je peux sortir 3600 watts de la voiture. Il faut savoir qu'en moyenne, j'ai 70 kW dans la batterie, qui ne servent à rien. Ma voiture ne roule pas, souvent.
Donc si je la branche, ben, je fais soit une économie de mon talon, ou je peux pallier une coupure d'électricité. Tout simplement. Donc le système en lui-même, donc je pense que les véhicules de demain, il y a un constructeur de tracteurs, là je reviens sur l'agriculture, qui est en train de développer un tracteur électrique avec un système de bornes de recharge rapide et de système de V2G, qui permettra justement de réinjecter. Tout ça pour dire que la transition, elle est assez facile à mettre en œuvre. Pour ma part, j'ai mis 1 an et demi, alors peut-être plus aujourd'hui parce que avec la demande de panneaux et tout. Le coût reste quand même globalement mesuré. Je n'ai pas mis 100 000 € sur la table. Et surtout, c'est qu'il y a une notion de pédagogie. Quand on parle de choses comme ça, alors moi je me suis amusé à proposer l'application HelloWatt à ma voisine. Bah, elle est toujours sur son smartphone maintenant. Elle dit, oh, d'ailleurs avec son mari c'est des problématiques, elle dit, mais arrête de regarder. Oui, mais t'as vu, on consomme tant en ce moment. Voilà, donc c'est assez marrant. Mais elle est consciente. Donc quand ils partent en vacances, avant ils laissaient le chauffe-eau, maintenant ils coupent le chauffe-eau. Quand ils partent, parce qu'ils ont une maison dans le sud, 3-4 mois, ils coupent le chauffe-eau. Avant, ils laissaient le chauffe-eau en route. Donc dans tous les cas, si on amène une pédagogie efficiente, pragmatique, avec des outils qui sont assez simples, hein. Moi, je suis un technophage, j'aime bien la technologie, mais il n'y a pas besoin d'être un grand technophile pour utiliser ça. Et la voiture électrique, demain, sera un outil, je pense, pour rendre encore plus efficient. Dès l'instant où les constructeurs auront compris, comme celle-là, enfin comme le système V2Z du groupe Hyundai Kia. Ah, j'ai raté mon coup. et voilà, et donc il y a un véritable outil aujourd'hui à aller rechercher, et je pense que dans les années à venir, on va aller. C'est pas le problème de l'autonomie de la voiture aujourd'hui qui cause problème. C'est comment l'utiliser de plusieurs manières. Je roule avec, je la charge d'une certaine manière. Et je peux également avoir une démarche beaucoup plus efficiente que simplement d'être le consommateur sans me soucier réellement. Parce que l'intérêt aujourd'hui, c'est non pas de se dire on va donner des primes et tout, c'est qu'est-ce qui me permet aujourd'hui de diminuer ma consommation pour gagner de l'argent. J'investis pour gagner. C'est bien le but aujourd'hui de toute entreprise, et un consommateur, il doit être dans cette démarche. Alors Nicolas, merci. Le tout en 8 minutes. Merci, bravo. Alors bon, combien parmi vous se sentent capables de faire la même chose que Nicolas, voyons? Vous voyez, en fait, c'est ce qu'on appelle un early adopter. Alors Franck, ça ne m'étonne pas. On a un early adopter, mais c'est possible. Et je trouvais que c'était hyper important d'avoir ce témoignage, parce que moi, j'ai été bluffée. Alors voilà, je parlerai peu, je veux juste saluer Michel Paolucci, Eric l'a fait, il nous regarde, on a une pensée pour lui, il préférerait vraiment largement être avec nous, mais voilà, malheureusement, la santé est prioritaire. Et voilà, et moi, en fait, en 2011, j'ai créé Économie d'énergie, en disant, maintenant, il faut aider les clients à consommer moins. Autant vous dire que je me suis sentie complètement extraterrestre, donc je suis vraiment hyper contente qu'aujourd'hui, on parle d'efficacité énergétique ou de 5e énergie, avec des outils qui ne sont plus des pompes à aller chercher du pétrole, mais tout ce que vient de vous montrer qui va aller capturer cette 5e énergie que l'on ne consomme pas. On sait qu'on doit doubler d'ici à 2030 l'efficacité, l'amélioration. On sait qu'un logement sur 2, voire plus, est en surconsommation, partout en Europe, pas qu'en France. On sait qu'on va être lourdement sanctionné si on n'améliore pas nos logements, puisque pendant cet été, il y a eu des lois qui sont venues renforcer le fait qu'on ne pouvait pas ni louer ni vendre des logements s'ils étaient à un EFG. Donc Cédric a parlé des DPE, mais malheureusement, combien parmi vous connaît parfaitement l'étiquette énergie de sa maison? Levez la main. Non, c'est pas mal, mais enfin, on n'est pas la moitié. On est à un tiers, ce qui veut dire que vous faites partie en général du tiers qui a loué ou vendu ou acheté. Mais ce qui est quand même triste, c'est que ces logements vont devenir indécents. C'est la nouvelle réglementation de l'été. Et donc, moi, je suis assez choquée. Voilà pourquoi je voulais témoigner avant de passer la parole aux plus jeunes qui maintenant sont vraiment responsables des travaux avec Rémi Pagès, on se connaît depuis un moment, et c'est un Toulousain, vous allez reconnaître son accent comme moi. Et finalement, comment on fait pour passer d'une logique de travaux qu'on a démocratisé, on a réussi à démocratiser à partir de 2011 en expliquant que voilà, toutes les maisons n'étaient pas égales, à une logique donc de moyens, une logique de résultats.
Et je trouve que cette illustration, merci à nouveau Nicolas, de consommateurs engagés, oui c'est possible, nous permet de voir comment mieux accompagner chaque personne dans ce logement. Il a aussi un message extrêmement important, on l'a commencé à le dire ce matin, il l'a renforcé. Petit à petit, on va devoir imaginer de passer de ce que dans le langage entrepreneurial ou d'entreprise, on peut comprendre, on passe du CAPEX à l'OPEX, puisqu'en fait, jusque-là, on a des dépenses un peu fatales, où on doit payer sa facture tous les mois, et à un certain moment, on décide d'investir pour économiser. Voilà un petit peu ce que je voulais dire, parce que je trouve que les consommateurs, les clients ont fait beaucoup d'efforts et je pense qu'on est tous dans cette situation. On a même vu qu'il fallait passer au doudoune l'hiver. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut continuer à forcer la sobriété d'urgence parce que le prix des factures ne va pas s'arranger tout de suite? J'adorerais me tromper aussi, mais je crois que dans les 3 à 5 prochaines années, on va être très très loin de ça. Donc voilà, je vais vous laisser la parole et puis je vais redonner à Eric son rôle d'animateur. Je vais juste compléter une petite chose que j'ai oublié de dire. C'était 2 000 € de facture annuelle d'énergie. Là, je vais passer à moins de la moitié. Aux alentours de 800-900 €. Voilà. Bon. Et ça sans compter le coût de l'essence non consommée. 150 € par mois. Exactement. Donc en fait, le différentiel est encore plus important. Rémi, vous préférez marcher ou Comme vous voulez. Juste, donc, next, ici. Oui, parfait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Myriam, ainsi qu'à vos équipes pour cette invitation. Je suis ravi de pouvoir participer à cet après-midi. Si vous le voulez bien, avant de répondre à la question qui nous a été posée, je vais juste présenter l'entreprise de façon à ce que vous puissiez bien comprendre en fait l'endroit d'où je vous adresse ma réponse. Donc Myriam, vous l'avez dit, vous l'entendez certainement, donc Inergie est un groupe toulousain au rayonnement national. On a pour vocation d'apporter des solutions accessibles innovantes dans le domaine de l'efficacité énergétique. Nous sommes structure délégataire au titre du dispositif des certificats d'économie d'énergie, c'est-à-dire que nous sommes en capacité de financer une partie de la transition énergétique en France. Chez nous, 2 grosses valeurs ajoutées. La première, celle de la rénovation en masse de patrimoine, suivi, pilotage, contrôle des opérations, et en parallèle de quoi nous adressons l'industriel, notamment pour l'accompagner dans sa stratégie de décarbonation. Donc vous le voyez bien, vous l'avez bien compris, une horizontalité de cibles assez importante, puisqu'on va commencer par le domaine du résidentiel, bailleurs sociaux, syndics de copro, particuliers à projet, tertiaire, et puis en fait, pour finir, l'industriel. Du coup, quand on nous pose la question état des lieux et comment informer et sensibiliser le consommateur, on a, nous, en fait, depuis notre position de cible, on a tout un spectre. C'est pour ça que le point de départ, le point de démarrage que je vous propose, en tout cas, c'est bien l'endroit où nous en sommes, nous, en tant qu'entrepreneurs et en tant qu'adressage de cible, c'est bien, en fait, dans notre discours, pour l'état des lieux, en tout cas, c'est la présence incontournable du législateur. Aujourd'hui, si vous parlez du résidentiel, avec la mise en place notamment de MaPrimeRénov', du dispositif des certificats d'économie d'énergie, si vous parlez aussi du domaine du tertiaire, avec toutes les obligations réglementaires liées au décret du même nom, ou bien encore si vous parlez à l'industriel, avec tout ce qui a pu pousser l'industrie en France ces dernières années, France Relance, France 2030, vous ne pouvez pas faire l'économie de donner une place au discours du législateur et de faire en sorte que ce discours-là puisse être un relais pour vous et qui vous permette aussi de sensibiliser la cible et donc en l'occurrence de sensibiliser le consommateur. Dans notre métier, dans la façon dont à aujourd'hui on se doit d'informer les cibles et de pouvoir les sensibiliser, c'est bien quelque chose d'incontournable. Le législateur aujourd'hui, quelle que soit la cible, est bien moteur, est bien à l'origine d'eux et contribue pour beaucoup à formater les marchés qui sont les nôtres. Et le sujet, on l'a abordé nous pour vous prouver, enfin, en tout cas pour vous montrer l'illustration d'eux, c'est bien ce qui est en train de se passer, notamment aujourd'hui dans la rénovation énergétique auprès des particuliers à projet français. Peut-être le savez-vous, mais si vous ne le savez pas, il y a toute une transformation opérationnelle de la volonté du législateur de pousser ce qu'on appelait à l'époque des éléments par élément. Donc je changeais en fait ma pompe à chaleur, je changeais tout mon système d'isolation, de pousser ces solutions-là vers des situations de rénovation dites globales. C'est-à-dire des travaux pris en sandwich entre le passage d'un bureau d'études
et le passage d'un bureau de contrôle. Et c'est bien ce qu'on va dérouler tout à l'heure, c'est la façon dont nous avons pris cette problématique, cette volonté du législateur, pour pouvoir accompagner le marché et donc pour ce faire le consommateur à agir. Une promesse, quand nous adressons ce particulier projet, la promesse qui est la nôtre, c'est de faire de l'expérience de la rénovation énergétique, qui est de plus en plus complexe malgré tout, de faire une expérience simple, humaine et performante. On parle de simplicité parce qu'aujourd'hui, les parcours de rénovation énergétique sont de plus en plus complexes, mais pour autant, dans la façon dont on se doit de passer et informer donc, le consommateur, on se doit d'avoir une vision relativement claire et relativement simple des choses. C'est pour ça que vous le verrez, on a fait en sorte de pouvoir simplifier au maximum le discours, même si pour autant, on ne vient pas dégrader la chose. Ensuite, l'aspect humain est central. On parle de plus en plus de rénovation globale, donc on va parler en fait de logement central en tout cas pour l'occupant, et on se doit d'avoir une véritable proximité, ne serait-ce que par rapport à la prise de décision, puisque ces rénovations globales, pour vous donner un ordre d'idée, coûtent entre 40, 50 ou 60 000 euros. Et donc c'est vraiment de la simplicité, de la proximité humaine pour permettre justement à ce que le consommateur puisse être sensibilisé et passer à l'acte. Et enfin performante, parce qu'il n'y aurait rien de pire que de ne pas retrouver justement le fruit de notre investissement en venant faire une rénovation qui, pour le coup, ne serait, elle, pas complètement satisfaisante au niveau de la performance énergétique, certes, mais aussi au niveau de l'économie. Comment nous n'y sommes pris? Donc, on s'y est pris en fait en différents temps, mais la première ambition, c'était de positionner un dispositif qui soit national, sur lequel en fait nous puissions agir sur l'entièreté du territoire. Pour pouvoir agir sur l'entièreté du territoire, notre seule entreprise, en tout cas à date, ne pouvait pas le faire. Donc on a pris des acteurs complémentaires de la rénovation énergétique, notamment des partenariats avec un acteur majeur de la GSB, notamment des partenariats avec des gens de contrôle, d'audit et des gens de toute la filière opérationnelle, pour pouvoir délivrer cette ambition et cette promesse de qualité et aussi surtout de performance. L'autre position qui a été la nôtre pour bien informer, bien sensibiliser et faire en sorte que ce consommateur, on puisse le toucher, puisque en fait, sensibiliser quelqu'un, c'est rien d'autre que de toucher ou d'accéder à une cible qui jusqu'à là était hermétique à un discours. Et donc, dans ce sens-là, on a souhaité mettre en place des solutions packagées. Simplicité, packaging, de façon à ce que justement, on ne soit pas dans les méandres d'une rénovation qui, elle, soit trop compliquée à comprendre et encore plus à pratiquer. Et enfin, dernier aspect, j'y reviendrai tout à l'heure, la création d'un écosystème de services dédiés, notamment autour de la rénovation énergétique. Je vois le temps qui tourne, je ne vais peut-être pas présenter en fait l'entièreté du service, qui est important que vous compreniez de façon à ce qu'on puisse informer, on puisse sensibiliser le consommateur et lui permettre de passer à l'action. On a digitalisé au maximum les choses, on a fait en sorte que toute la complexité administrative ou toutes les méandres en fait opérationnelles de la rénovation énergétique puissent être prises à travers en fait l'outil digital et que si on le souhaite, assis depuis en fait un fauteuil, on soit en capacité de pratiquer une rénovation globale. C'est tout l'accompagnement et l'appareillage digital qu'on a pu mettre en place. Et justement, en gardant cette capacité à pouvoir partir depuis le besoin qu'il connaît ou pas d'ailleurs du client, jusque la réalisation de sa rénovation énergétique, en passant par toute la partie du suivi, du pilotage, du contrôle des opérations. Et c'est bien en fait dans le discours et dans la façon dont nous parlons aujourd'hui, c'est bien la prise en main et la prise en compte d'un particulier qu'on va attraper en fait depuis le début de ces interrogations, depuis sa capacité ou pas à aller chercher en fait quelque chose de l'ordre de l'amélioration de son habitat et peut-être même de son portefeuille, jusque la réalisation de ce projet, en passant par toutes les étapes, je dirais presque nécessaires pour qu'on puisse arriver au résultat. Voilà la façon dont je souhaitais vous parler de l'information, de la sensibilisation que nous pouvons faire en tout cas à l'attention d'un consommateur. Il y a évidemment tout un aspect de pédagogie, il y a évidemment tout un aspect aussi de rhétorique. Et j'en profite, et malheureusement, j'en parlais à table tout à l'heure, on parlait beaucoup du législateur qui était moteur et qui pour beaucoup structurer nos marchés sur, en l'occurrence, de la visibilité de long cours. On aurait peut-être eu l'occasion de profiter de la tribune pour dire aussi aux législateurs combien nous, on a besoin de visibilité, mais combien nous aussi, on a besoin de stabilité.
Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et s'il y avait un discours en tant qu'entreprise à positionner, c'est bien le fait de dire nous sommes moteurs, nous sommes acteurs, nous avons envie de faire et nous avons envie de contribuer à la transition énergétique. On est en capacité de proposer justement ces solutions accessibles, innovantes dans le domaine de l'efficacité énergétique. Mais pour autant, parfois, il nous manque de la stabilité. Et c'est bien le message que je souhaitais passer aujourd'hui. On est en capacité de faire, on a les moyens de faire et on a la lisibilité pour agir. Merci à vous. Combien de particuliers ont franchi le pas grâce à votre appli tout en un clic? Aujourd'hui, l'application est opérante depuis 3 mois. Donc, nous, on a eu l'occasion de rénover jusqu'à 35 000 logements par an. Et aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de particuliers qui sont dans le flux de rénovation. Une précision, pour que vous puissiez bien saisir le sujet qui est le nôtre. Aujourd'hui, une rénovation globale, c'est-à-dire en fait le temps de passage d'une rénovation globale, la réflexion, le passage d'un audit, d'un auditeur, la capacité à franchir le cap sur les travaux, c'est peu ou prou entre 8 et 12 mois. Donc c'est bien de dire en fait qu'on a vraiment basculé en fait de cette rénovation, j'avais envie de dire, et parfois on l'a eu connue assez rapide, vers une rénovation de réflexion et surtout de capacité et de devoir de déployer de l'ingénierie de projet pour la permettre. Un grand merci. On va demander à notre dernière intervenante qui a développé un système qui permet de créer de l'intelligence, qui utilise l'intelligence pour faire en sorte que justement on puisse mieux concevoir. Merci. Merci Myriam, en tout cas pour l'invitation et la chance d'intervenir aujourd'hui. Donc je suis Ilona Pinto de Arrojo, je suis architecte et ingénieure en bâtiment et fondatrice de Datamorphose. Datamorphose, c'est un bureau d'études qui est spécialisé en conception algorithmique dans des domaines d'application assez variés comme l'immobilier, l'urbanisme et l'architecture durable, également le design. J'aimerais introduire cette présentation en rappelant quelques évolutions majeures auxquelles on a pu assister dans le secteur AEC ces dernières années. La stratégie nationale bas carbone qui, rappelons-le, vise la neutralité carbone à l'horizon 2050 ainsi que la diminution de moitié des consommations énergétiques donc dans le secteur du bâtiment, a encouragé la refonte de la réglementation thermique en réglementation énergétique avec l'apparition d'un nouveau volet, celui du calcul de l'impact carbone des bâtiments. En réalité, cette préoccupation n'est pas si récente puisqu'elle a été introduite par le label E+C- en tant qu'expérimentation préliminaire du contexte. Donc on a des seuils plus serrés et l'apparition de nouvelles contraintes qui finalement encouragent les concepteurs à repenser leur manière de concevoir le projet architectural. À ceci s'ajoutent des contraintes économiques. Donc sans même évoquer l'envolée des prix de ces dernières années, la performance énergétique est souvent corrélée avec une augmentation des coûts. Par exemple, les produits à faible impact carbone sont souvent onéreux parce que leur processus de fabrication n'est pas tout à fait bien industrialisé. Ça a aussi un impact sur le coût global des projets, surdimensionnement des fondations ou surdimensionnement de la structure porteuse pour une question de normes qui ne suit pas ou alors pour une question tout simplement d'augmentation des charges, comme on peut le voir avec la mise en place de cloisons de terre crue. Donc tout ça a un impact sur le coût du projet. On a aussi d'autres facteurs comme finalement le manque de main-d'œuvre qualifiée ou alors le sourcing qui est difficile en grande quantité. À ceci s'ajoutent d'autres contraintes puisqu'il faut densifier les villes pour limiter l'étalement urbain, il faut faire du mètre carré pour répondre à la crise du logement, il faut également créer des espaces verts pour limiter les îlots de chaleur urbains et surtout il faut s'adapter aux usagers et leur mode de vie qui évolue pour leur proposer d'avoir un meilleur confort. Et il faut faire tout ça dans des fonciers qui sont de plus en plus contraints. Que ce soit des dents creuses, des ZAC qui ajoutent une nouvelle couche de réglementation, ou alors des friches industrielles qui sont encouragées par la démarche ZAN, zéro artificialisation nette de la loi climat. Finalement, tout ça amène à ce que j'appelle une complexification des objectifs de conception. Face à ces constats, heureusement, la filière s'organise, donc on innove, que ce soit dans le développement des matériaux à faible impact carbone, des éléments de réemploi aussi, ou dans les technologies numériques.
Pour ma part, je pense qu'il n'y a pas forcément une stratégie plus efficace qu'une autre pour lutter contre l'urgence climatique, mais c'est bien la mutualisation de toutes ces solutions tout au long de la vie d'un bâtiment, du montage d'opérations immobilières à la fin de vie d'un bâtiment, qui va permettre d'avoir un réel impact sur le climat. Donc pour ma part, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de conception algorithmique. Donc c'est un terme assez flou, mais globalement, c'est une méthodologie des processus qui permettent d'optimiser, d'automatiser et de générer en très grande quantité des multiples scénarios de conception. Et pour moi, il s'agit d'un des leviers d'action face à l'urgence climatique. Donc l'idée, c'est que je puisse vous présenter ça à travers les différentes phases et échelles du projet architectural. Alors, c'est en faisant remonter les objectifs de conception vers les phases les plus amont de la conception qu'on arrive à générer des projets réellement performants et ainsi limiter les consommations énergétiques, tout en évitant de corriger des erreurs plus tard dans la conception parce qu'on se rend compte que le projet n'atteint pas les seuils réglementaires. Je pense notamment à l'installation de climatisation. Automatiser des études de faisabilité dès la recherche foncière, c'est avoir la possibilité de comparer les évaluations de milliers de scénarios, et ce, tout en permettant de gagner du temps, en permettant de limiter les risques en évaluant plus juste le coût du projet, mais surtout, ça permet d'introduire dans des phases qui habituellement n'en comportent pas des préoccupations énergétiques et environnementales et de confort de l'usager. À performance programmatique équivalente, quand on génère comme ça un très grand nombre de scénarios, on se rend compte qu'il y a, dans cet exemple, d'ailleurs, en parlant de cet exemple, c'est un concept de typologie traversante qui a été utilisé, donc du T1 au T5, pour générer tout un panel de scénarios de bâtiments collectifs en utilisant des règles d'adjacence entre les typologies, d'occupation du contour du périmètre parcellaire et également en fixant les typologies des extrémités. Donc à performance programmatique équivalente, donc sur la surface, on se rend compte qu'on a entre 1,5 et 2 heures de différence sur l'ensoleillement moyen en période estivale. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, lorsqu'on sait que 4 mètres carrés de surface de vitrage très bien exposée, c'est l'énergie d'un radiateur de 2000 watts en moins. Donc on comprend tout l'intérêt d'optimiser à la fois la morphologie et l'implantation des bâtiments pour minimiser plus tard les consommations énergétiques, que ce soit celles du projet ou celles du contexte existant, mais également de maximiser la densité pour limiter l'étalement urbain et également d'améliorer le confort urbain à travers, par exemple, l'étude de différents indices comme UTCI ou le facteur des vues du ciel, etc. Alors le droit au soleil, c'est un concept qui existe dans de nombreux pays, dans le code de la construction de plusieurs pays. Ce n'est pas encore le cas en France. Donc je voulais illustrer cette notion de droit au soleil à travers le concept d'enveloppe solaire. Une enveloppe solaire, c'est le gabarit maximal dans lequel on peut construire sans faire du tout d'ombre aux bâtiments déjà existants. À titre, en général, il résulte de cette génération d'enveloppes solaires des formes qui sont triangulaires et basses et qui sont difficilement exploitables en milieu urbain. Donc à titre d'illustration, ça parlera peut-être plus aux Bordelais. Vous avez le projet conçu par l'agence MVRDV à Bastide-Niel, qui est actuellement en cours de construction en rive droite à Bordeaux, qui utilise ce concept tel quel. Sauf que les formes complexes qui en résultent sont associées à un programme très dense, ont entraîné un surcoût d'environ 30% sur le lot enveloppe. Donc le concept d'enveloppe solaire, c'est intéressant, mais il faut peut-être le rendre résilient et l'adapter à un contexte de densification du milieu urbain. Et dans ce cas, on peut peut-être se dire que la conception algorithmique, c'est de façon mathématique un moyen de trouver des compromis entre le besoin de densification d'une part et le respect des sites existants. Donc dans cet exemple, on génère des enveloppes solaires que j'appelle non binaires, puisqu'à la place de dire on laisse passer tout l'ensoleillement, on va plutôt se dire on laisse passer au moins 50% des apports existants, on laisse passer au moins 3 heures entre telle date et telle date, etc. Le temps va très très vite. Donc je vais passer tout de suite à l'exemple suivant. Donc on avance un petit peu plus dans les phases de projet et dans l'échelle pour parler de l'enveloppe des bâtiments. Dans un schéma traditionnel de maîtrise d'œuvre, on a souvent l'architecte qui conçoit son projet, génère un modèle 3D, l'envoie aux différents bureaux d'études qui vont tester en fonction des réglementations et des certifications
voir si ça passe. En général, je vous rassure, ça ne passe pas du premier coup. L'architecte retravaille son concept, le renvoie au bureau d'études, etc. Donc il y a beaucoup d'itérations, beaucoup d'énergie dépensée et de temps perdu, alors que si on introduit des processus algorithmiques au plus tôt dans les projets, toujours aux côtés de concepts architecturaux, on est en mesure de générer des projets qui répondent à toutes les contraintes, et ce, dès l'esquisse. Donc on a des itérations qui sont automatisées, des projets plus performants et des interactions entre les acteurs de la conception qui sont aussi optimisées. Donc à gauche, vous avez l'optimisation multicritère d'un gymnase associée à des enjeux de lumière naturelle, de minimisation des surfaces vitrées et d'ensoleillement qui permettent finalement de générer aussi de la variation architecturale en façade tout en respectant une certaine cible de la certification LEED. Et à droite, alors, bon, normalement c'est une vidéo, je ne sais pas si elle a déjà tourné. C'est un concept de façade modulaire appliqué à un bâtiment scolaire qui permet pour toutes les configurations générées d'atteindre un certain facteur, donc facteur de lumière jour dans ce cas, et de répondre par exemple à la certification HQE. C'est ma dernière slide, je vais me dépêcher. Donc je terminerai là-dessus, on passe à l'échelle de l'objet. Avec une application au design et à la fabrication numérique, une application qui est très facilement transposable au milieu du bâtiment et notamment la construction hors site. Donc, j'aimerais illustrer ce duo qui est la customisation de masse et la relocalisation raisonnée de la production à travers un projet qui est actuellement en cours de développement chez Datamorphose. Donc, la customisation de masse, c'est l'application de processus industriels qui sont habituellement appliqués à des objets standards à des objets personnalisés. Donc on prend l'exemple d'une pièce que l'on peut personnaliser grâce à des configurateurs 3D. Alors des configurateurs 3D, pas du tout ceux que vous avez l'habitude d'utiliser pour les cuisines Ikea, qui eux sont basés sur des éléments standards produits en masse, mais ici des configurateurs 3D qui permettent de générer une infinité de variantes qui nécessitent une fabrication sur mesure. Donc imaginez maintenant qu'on puisse générer automatiquement les fichiers de fabrication pour machine CSC, machine à commande numérique, pour toutes les configurations, et enfin confier ces fichiers, alors soit vous les utilisez vous-même pour fabriquer votre objet dans un Fab Lab local, pourquoi pas, soit confier ces fichiers à des fabricants locaux qui sont proches du lieu de commande et qui suivent des standards de production puisqu'ils font partie d'un même réseau. Vous obtenez de la relocalisation raisonnée de la production. Et pour moi, c'est un duo astucieux qui s'oppose à la production et à la consommation de masse, qui sont très impactantes sur l'environnement. Premier, je conclus. Donc pour moi, le meilleur moyen finalement de lutter contre l'urgence climatique, ça réside dans notre capacité à croiser les expertises, les domaines d'application et les échelles, en tout cas comme j'essaye de le faire chez Datamorphose, et à sortir d'un raisonnement en silo. Et je pense que c'est aussi l'objet de ce genre d'événement. Donc j'espère que ça va contribuer à générer de nouvelles synergies. Un grand merci. Je pense que ça permet aussi de discuter un peu plus avec les parties prenantes et avec les consommateurs. Donc, merci beaucoup.